Napoléon n'a jamais pleuré en public. Jamais. Il a conquis l'Europe en silence et c'est ce silence qu'on lui a fait payer. L'homme qui se tient droit, qui avance sans fléchir, devient la cible de tous. Pourquoi? Parce que sa force est un miroir où les autres voient leurs faiblesses. Le conquérant corse a compris une vérité que notre société moderne refuse d'entendre. L'homme puissant, l'homme authentique, est condamné à la solitude. On l'admirera de loin, on le suivra au combat, mais on ne lui pardonnera jamais sa grandeur. Regarde autour de toi. Observe comment les hommes qui refusent de se plier, qui osent affirmer leur vision sans compromis, sont systématiquement isolés, attaqués, puis abandonnés. Ce n'est pas un hasard. C'est la loi silencieuse de notre monde. Plus tu t'élèves, plus tu seras seul. La femme indépendante d'aujourd'hui, celle qui a conquis sa liberté, son autonomie, prétend chercher un homme fort. Mais la vérité dérangeante que Napoléon a comprise est tout autre. Elle dit vouloir un partenaire puissant mais recule devant celui qu'il est vraiment. Pourquoi? Parce que la véritable force masculine n'est pas celle des magazines, docile et domestiquée. La véritable force est sauvage, entière, indivisible. L'aigle vole seul, les moutons se rassemblent en troupeaux. Cette phrase attribuée à Napoléon résume le drame masculin de notre époque. On demande aux hommes d'être des aigles dans leur carrière, leur ambition, leur protection, mais des moutons dans leurs émotions, leurs désirs, leur vision du monde. Napoléon a payé le prix ultime de cette contradiction. Admiré pour sa force, puis puni pour cette même force. Désiré pour son pouvoir, puis rejeté pour ce même pouvoir. L'empereur des Français a vécu ce que tant d'hommes vivent aujourd'hui, l'abandon qui suit inévitablement la grandeur. Être lucide, c'est être puni. Il l'a appris seul, comme toi. Cette vérité camusienne traverse les siècles. L'homme qui voit clair, qui refuse les illusions confortables de son époque, sera toujours traité comme un étranger, un intrus dont la présence dérange l'ordre établi des mensonges acceptables. La société moderne a créé un piège parfait pour l'homme authentique. On lui demande d'être vulnérable, mais on le méprise s'il montre sa vraie vulnérabilité, celle qui n'est pas scénarisée, celle qui n'est pas socialement acceptable. On lui demande d'être fort, mais on le craint s'il manifeste sa vraie force, celle qui n'est pas contrôlée, celle qui n'obéit pas aux diktats du moment. Napoléon, au sommet de sa gloire, était admiré par les femmes de toute l'Europe. Mais quand est-il devenu vraiment attirant pour Joséphine? Quand il a conquis l'Italie, quand il est devenu premier consul, quand sa force s'est manifestée, et quand cette même force l'a conduit à défier le monde entier, quand cette force est devenue trop grande, trop pure, trop authentique, elle l'a trahi. Ce n'est pas une coïncidence si tant d'hommes exceptionnels finissent seuls. Ce n'est pas un hasard si les grands conquérants, les grands créateurs, les grands visionnaires connaissent souvent l'abandon affectif. C'est le prix à payer pour refuser de diminuer sa lumière. La femme indépendante moderne cherche un homme qui la comprenne, qui la soutienne dans son autonomie. C'est légitime. Mais la vérité dérangeante est qu'elle recule souvent devant celui qui possède sa propre autonomie inébranlable. Elle veut un homme fort, mais pas trop. Puissant, mais pas incontrôlable. Ambitieux, mais pas au point de la dépasser. Cette contradiction, Napoléon l'a vécue dans sa chair. Aimé pour sa gloire, détesté pour sa gloire. Désiré pour son pouvoir, rejeté pour son pouvoir. L'homme qui ne se plie pas, qui reste fidèle à sa vision même quand le monde entier s'y oppose, cet homme connaîtra la trahison de ceux qui prétendaient l'aimer pour sa force. Le paradoxe masculin est là, sois fort mais pas trop, sois ambitieux mais pas trop, sois toi-même mais pas vraiment. Ce paradoxe a brisé des millions d'hommes qui, comme toi peut-être, ont tenté de concilier l'inconciliable. La solitude de Napoléon à Sainte-Hélène n'était pas un accident de l'histoire. C'était la conclusion logique, inévitable, d'une vie vécue sans compromis. Les femmes qui l'avaient adulé se sont détournées. Les hommes qui l'avaient suivi l'ont abandonné. Seuls quelques fidèles sont restés. Ceux qui avaient compris que sa grandeur n'était pas séparable de son destin tragique. Cette vidéo va te révéler la vérité interdite que Napoléon a comprise trop tard. L'homme authentiquement fort fait peur, pas seulement à ses ennemis, mais aussi à ceux qui prétendent l'aimer. Sa lumière trop vive devient insupportable pour ceux qui préfèrent l'ombre confortable des compromis. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette vérité résonne en toi.
Tu as peut-être déjà senti ce qu'il en coûte de refuser de diminuer ta force pour rassurer les autres. Tu as peut-être déjà goûté à cette solitude particulière qui accompagne l'homme debout au milieu d'un monde à genoux. Mars 1796. Un jeune général corse de 26 ans prend le commandement de l'armée d'Italie. Il est petit, maigre, mal habillé. Ses officiers, pour la plupart aristocrates, le regardent avec mépris. Un parvenu, pense-t-il, un opportuniste qui a séduit la bonne personne, Joséphine de Beauharnais, proche de Barras, l'homme fort du Directoire. Ce qu'ils ignorent, c'est que Napoléon Bonaparte n'est pas un homme ordinaire. En lui brûle une flamme que peu d'hommes possèdent, la conviction absolue en sa propre destinée. Cette conviction n'est pas de l'arrogance, c'est une lucidité tranquille, implacable. Il se sait différent, il se sait capable. Il ne suffit pas de gagner, il faut encore être seul pour mériter sa propre légende. Cette phrase camusienne aurait pu être prononcée par Napoléon lui-même, car dès le début, il a compris que sa force serait à la fois son élévation et son isolement. Joséphine ne l'aime pas quand il part pour l'Italie. Elle l'a épousé par calcul sur les conseils de Barras. Elle se moque de ce petit Corse aux manières rustiques, de ses lettres, d'amour enflammé qu'elle lit à ses amis en riant. Elle le trahit déjà, multipliant les amants pendant son absence. Mais quelque chose va changer. En quelques semaines, ce général inconnu enchaîne les victoires impossibles. Lodi, Arcole, Rivoli. L'Europe tremble, la France exulte. Et soudain, Joséphine regarde son mari différemment. Ce n'est plus le petit général corse, c'est l'homme qui fait plier des royaumes entiers. Voilà la première leçon amère que Napoléon apprend sur la douleur masculine. Ce n'est pas lui qu'on aime, c'est sa force, son pouvoir, sa gloire. L'homme n'est rien. Seul ce qu'il conquiert compte. Cette vérité, il la portera comme une blessure invisible tout au long de sa vie. Même au sommet de sa puissance, empereur des Français, maître de l'Europe, il restera cet étranger, cet outsider qui sait que l'amour qu'on lui porte est conditionnel à sa réussite. Napoléon est au fait de sa gloire. Il a divorcé de Joséphine, qui ne lui a pas donné d'héritier. Il épouse Marie-Louise d'Autriche, s'alliant à l'une des plus anciennes familles royales d'Europe. Un an plus tard naît son fils, le roi de Rome. Tout semble parfait. Pourtant, l'empereur est plus seul que jamais. Ses frères, qu'il a fait roi, complotent contre lui. Ses maréchaux, qu'il a sortis de rien, convoitent ses richesses. Marie-Louise ne l'aime pas. Elle a été sacrifiée sur l'autel de la politique. Et Joséphine, la seule femme qu'il ait vraiment aimée malgré ses trahisons, n'est plus là. La grandeur est un désert. Plus on s'élève, plus le paysage se vide. Cette solitude du sommet, Napoléon la connaît intimement. Il a tout, le pouvoir absolu, la gloire militaire, un empire immense. Et pourtant, il n'a rien. Aucune épaule sur laquelle se reposer vraiment. Aucun regard dans lequel il puisse se montrer vulnérable. C'est la deuxième leçon amère sur la condition masculine. La force attire, mais elle isole. Plus un homme devient puissant, plus il doit porter seul le poids de sa puissance. Les autres. Hommes le jalousent. Les femmes le désirent, mais ne le comprennent pas. Il devient une forteresse admirée de loin, mais où personne ne veut vraiment habiter. Décembre 1812. La retraite de Russie. La grande armée est décimée par le froid. La faim, les Cosaques. Napoléon, pour la première fois, connaît la défaite totale, implacable. Et que se passe-t-il? Ses alliés le trahissent les uns après les autres. L'Autriche, la Prusse, puis tous les autres. Marie-Louise elle-même finira par l'abandonner, emmenant son fils. Lorsqu'il reviendra de l'île d'Elbe pour son dernier combat, les 100 jours, elle refusera de le rejoindre. La femme qui partageait sa couche quand il régnait sur l'Europe ne veut plus de lui maintenant qu'il lutte pour sa survie. C'est la troisième leçon, la plus cruelle. L'homme n'est aimé que dans la victoire. Dans la défaite, il est seul, absolument seul. Sur l'île de Sainte-Hélène, prisonnier des Anglais, Napoléon médite sur cette vérité. Il dicte ses mémoires, réécrit sa légende. Mais au fond de lui, il sait. Il sait que son destin n'est pas un accident. C'est la conclusion logique d'une vie d'homme vécue sans compromis. L'aigle meurt seul face au soleil qu'il a osé regarder en face. Cette mort en exil, abandonnée de presque tous, est l'ultime prix à payer pour avoir été trop grand, trop fort, trop lui-même dans un monde qui préfère les hommes dociles.
Cette trajectoire de Napoléon illustre parfaitement la vérité dérangeante sur les femmes indépendantes de son époque et de la nôtre. Joséphine l'a aimé quand sa force servait ses intérêts. Marie-Louise l'a accepté quand son pouvoir garantissait sa sécurité. Mais aucune n'est restée quand cette force s'est retournée contre lui, quand ce pouvoir s'est effondré. Ce n'est pas une critique des femmes, c'est une observation lucide sur la nature des relations entre les sexes. La femme, même la plus indépendante, cherche instinctivement la sécurité que procure la force masculine. Mais cette même force, lorsqu'elle devient trop grande, trop autonome, trop indépendante, génère une peur primale. Napoléon l'a compris trop tard. L'homme véritablement fort, celui qui refuse de plier même face à l'adversité, celui qui reste fidèle à sa vision même quand le monde entier s'y oppose, cet homme fait peur. Il rappelle aux autres leur propre faiblesse, leur propre tendance au compromis. Et c'est précisément ce qui s'est passé avec l'empereur des Français. Sa force était acceptable, désirable même, tant qu'elle restait au service d'un ordre que les autres comprenaient. Mais quand cette force est devenue une fin en elle-même, quand elle s'est manifestée dans toute sa pureté sauvage, le monde s'est ligué contre lui. Il y a une phrase que Napoléon aurait prononcée à Sainte-Hélène, face à l'océan qui le séparait à jamais de l'Europe qu'il avait conquise. Les hommes d'exception sont condamnés à la solitude, car le troupeau craint celui qui refuse de suivre. Cette phrase contient toute la douleur masculine dont nous parlons. L'homme exceptionnel, celui qui sort du rang, qui ose être pleinement lui-même, sera toujours puni pour son audace. Non pas par ses ennemis, cela il l'accepte, mais par ceux-là même qui prétendaient l'aimer. Joséphine ne l'a jamais vraiment compris. Elle a aimé le général victorieux, l'empereur tout-puissant. Mais l'homme Napoléon, avec ses doutes, ses blessures, sa vision implacable du monde, cet homme-là est resté un étranger pour elle. Marie-Louise, quant à elle, n'a même pas essayé. Elle était un instrument politique, une matrice impériale, destinée à produire un héritier. Leur relation illustre parfaitement cette vérité que tant d'hommes découvrent trop tard. Être désiré pour sa fonction n'est pas être aimé pour soi-même. En 1821, Napoléon meurt à Sainte-Hélène. Ses derniers mots auraient été « France, armée, tête d'armée, Joséphine ». La femme qui l'avait trahi, qui s'était moquée de lui, qui l'avait aimé pour sa gloire et non pour lui-même, restait pourtant gravée dans son cœur. Quelle leçon plus amère pourrait-il y avoir sur la condition masculine? Même le plus grand conquérant de l'histoire moderne n'a pu échapper à ce piège. Aimer une femme qui n'aimait que sa force, pas l'homme qui la portait. Si cette trajectoire de Napoléon te parle, si elle résonne avec ta propre expérience, Tom laisse un j'aime à cette vidéo. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment cette vérité dérangeante sur les femmes indépendantes s'applique à ton quotidien, à tes relations, à ta quête d'authenticité. Car la leçon de Napoléon n'appartient pas au passé. Elle est terriblement actuelle. La douleur masculine dont Napoléon a souffert n'a pas disparu avec lui. Elle s'est transformée, adaptée à notre époque, mais son essence reste la même. L'homme authentique, l'homme entier, l'homme qui refuse de se diminuer pour être accepté, cet homme connaîtra la solitude. Regarde autour de toi, observe ces hommes qui réussissent, qui accomplissent, qui construisent. Combien d'entre eux portent en silence cette même blessure que l'empereur? Combien d'entre eux ont découvert, comme lui, que leur force même les condamnait à l'incompréhension? Pierre, 42 ans entrepreneur. Il a bâti son entreprise à partir de rien. 10 ans de travail acharné, de nuits blanches, de risques calculés. Sa femme l'a soutenu au début, admirative de sa détermination. Mais quand le succès est venu, quand sa vision s'est révélée juste, quelque chose s'est brisé entre eux. « Tu n'es plus le même », lui a-t-elle dit un jour. « Tu es devenu froid, distant, obsédé. » Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que Pierre n'avait pas changé. C'était son regard sur lui qui avait changé. L'homme fragile, en construction, elle pouvait l'aimer. L'homme accompli, invulnérable, la terrifiait. Ils ont divorcé 3 ans plus tard. Elle est partie avec la moitié de ce qu'il avait bâti. Aujourd'hui, Pierre dirige une entreprise florissante, vit dans un bel appartement, voyage en première classe. Aux yeux du monde, c'est un homme qui a tout, mais le soir, seul face à lui-même, il ressent cette même solitude que Napoléon, à Sainte-Hélène. Le prix de sa force, Thomas, 35 ans, médecin.
Brillant, reconnu par ses pairs, il sauve des vies quotidiennement. Sa compagne l'admirait pour cela au début. Elle aimait dire à ses amis qu'elle partageait la vie d'un homme qui faisait la différence. Mais peu à peu, sa perception a changé. Sa force, son assurance, sa capacité à prendre des décisions vitales sous pression, toutes ces qualités qui faisaient de lui un excellent médecin, sont devenues des défauts à ses yeux. « Tu décides toujours tout », lui reprochait-elle. « Tu ne doutes jamais. » Ce qu'elle ne voyait pas, c'était les doutes qui le rongeaient chaque nuit, les visages des patients qu'il n'avait pu sauver, le poids écrasant de la responsabilité. Elle ne voyait que la façade, l'homme fort, décisif. Et cette force, au lieu de la rassurer, l'éloignait de lui. Leur relation s'est effilochée lentement, douloureusement. Aujourd'hui, Thomas est seul. Il continue de sauver des vies, d'être cet homme fort que son métier exige. Mais il a appris, comme Napoléon, que cette force a un prix, la solitude affective. Ces histoires se répètent partout, tous les jours. Des hommes qui, comme toi peut-être, découvrent cette vérité dérangeante. La femme moderne, indépendante, dit vouloir un partenaire fort, mais recule devant celui qui l'est vraiment. Pourquoi? Parce que la véritable force masculine est sauvage, entière, indivisible. Elle ne peut être domestiquée sans être diminuée. Elle ne peut être contrôlée sans être dénaturée. Et cette force, dans sa forme pure, fait peur, même à la femme qui prétend la désirer. Napoléon l'a vécu. Tu le vis peut-être aussi. Cette contradiction déchirante. On te demande d'être fort, puis on te punit pour ta force. On te demande d'être vulnérable, puis on te méprise pour ta vulnérabilité. On te demande d'être toi-même, puis on te rejette quand tu l'es vraiment. L'abandon que tant d'hommes ressentent n'est pas accidentel. Il est la conséquence directe de cette impossibilité. Être à la fois assez fort pour protéger, mais pas assez pour faire peur. Être à la fois assez vulnérable pour être humain, mais pas assez pour être méprisé. Être à la fois entièrement soi-même et entièrement acceptable pour l'autre. La femme indépendante d'aujourd'hui est prise dans sa propre contradiction. Elle a conquis son autonomie, sa liberté de choix, son pouvoir économique et social. C'est une évolution nécessaire, juste, irréversible. Mais cette indépendance nouvellement acquise se heurte à des désirs plus anciens, plus profonds. Celui d'un homme qui la fasse se sentir femme, protégée, désirée. Et c'est là que réside la vérité dérangeante que Napoléon a comprise trop tard. L'homme capable de la faire se sentir ainsi, vraiment forte, vraiment protégée, vraiment désirée, est nécessairement un homme d'une force exceptionnelle. Mais cette force exceptionnelle, lorsqu'elle se manifeste pleinement, devient menaçante pour son indépendance. Marc, 38 ans, cadre supérieur. Sa compagne Sophia, elle-même cadre, admirait sa détermination, son ambition. Enfin, un homme qui comprend ma carrière, pensait-elle. Mais quand Marc a reçu une promotion impliquant un déménagement à l'étranger, tout a changé. Sa réussite, qu'elle avait tant admirée, devenait soudain une menace pour sa propre indépendance. L'homme fort qu'elle avait désiré était maintenant trop fort, trop indépendant. Ils ont tenté de trouver un compromis. Marc a refusé l'opportunité et resté pour elle. Mais quelque chose s'était brisé. Elle ne le regardait plus de la même façon. L'homme qui avait sacrifié sa vision pour elle n'était plus l'homme qu'elle avait admiré. La trahison était là, insidieuse, inévitable. Cette dynamique, Napoléon l'a vécue à l'échelle d'un empire. Toi, tu la vis peut-être à l'échelle d'une relation, d'une famille, d'une carrière. Mais l'essence est la même. L'homme authentiquement fort, celui qui reste fidèle à sa vision même quand le monde s'y oppose, cet homme connaîtra la solitude. L'absurde, c'est la raison lucide qui constate ses limites. Cette phrase de Camus s'applique parfaitement à la condition masculine moderne. Tu es lucide, tu vois le piège. Mais cette lucidité même te fait souffrir, car elle ne te libère pas de ton désir de connexion, d'être compris, d'être aimé pour ce que tu es vraiment. La psyché humaine masculine est programmée pour la conquête, comme celle de Napoléon. Conquête de territoire, d'idées, de défis. Mais la conquête ultime, celle de l'amour authentique, semble souvent hors de portée précisément à cause de cette programmation. Plus tu conquiers, plus tu t'isoles. Lucas, 29 ans, artiste. Son talent l'a propulsé rapidement vers la reconnaissance. Sa petite amie Émilie était fière au début, fière d'être celle qui partageait la vie d'un homme admiré, désiré. Mais à mesure que son succès grandissait,
que les sollicitations se multipliaient, que son univers s'élargissait. Elle s'est sentie menacée. « Tu changes », lui disait-elle. « Tu n'es plus le même. » Ce qu'elle ne voyait pas, c'est que Lucas n'avait pas changé. Il était toujours cet homme sensible, passionné, entier. Mais sa réussite le rendait plus visible, plus exposé. Et cette exposition révélait sa force véritable, celle qu'elle avait aimée en théorie, mais qui l'effrayait en pratique. Leur histoire s'est terminée par un rejet brutal. Elle l'a quitté au moment même où il atteignait son apogée créative. « Tu n'as plus besoin de moi », a-t-elle dit. Ce qu'elle voulait dire, c'était « J'ai peur de ta force, de ton indépendance. J'ai peur de n'être plus nécessaire à un homme qui peut exister pleinement par lui-même. » Cette peur, Joséphine l'a ressentie face à Napoléon devenu empereur. Cette peur, Marie-Louise l'a fuie en abandonnant l'homme déchu. Cette peur, des millions de femmes indépendantes la ressentent face à l'homme qui refuse de diminuer sa lumière pour les rassurer. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas ta faute non plus. C'est la manifestation d'une contradiction profonde dans notre nature humaine. Nous désirons la force chez l'autre, mais nous craignons qu'elle nous écrase. Nous voulons l'authenticité, mais nous reculons devant celle qui ne nous convient pas. La femme indépendante moderne est prise entre deux désirs contradictoires. Celui d'un partenaire qui respecte son autonomie et celui d'un homme assez fort pour la faire se sentir protégée, désirée, féminine. Ces deux désirs peuvent sembler compatibles en théorie. En pratique, comme l'a découvert Napoléon, ils s'entrechoquent souvent douloureusement. Car l'homme véritablement fort, celui qui a la capacité de protéger, de conquérir, de construire, cet homme ne peut pas ne pas être indépendant lui-même. Sa force n'est pas divisible. Elle ne peut pas être forte pour protéger et faible pour rassurer. Elle est ou elle n'est pas. Et c'est cette indivisibilité de la force masculine authentique qui crée le drame que Napoléon a vécu, que tant d'hommes vivent aujourd'hui. L'homme diminué, l'homme qui accepte de n'être fort que dans les domaines où sa force est commode, cet homme peut être accepté, même aimé. Mais il ne sera jamais respecté, ni par la femme qui prétend l'aimer, ni par lui-même. L'homme entier, l'homme qui refuse ce marché, qui insiste pour être authentique dans tous les aspects de sa vie, cet homme connaîtra la douleur masculine, la plus profonde, celle d'être admiré de loin, désiré en théorie mais craint de près, rejeté en pratique. C'est ce que Napoléon a découvert, d'abord avec Joséphine qui l'aimait pour sa gloire, mais le trompait pour son absence, puis avec Marie-Louise, qui l'acceptait pour son pouvoir mais l'abandonnait dans sa chute. C'est ce que découvrent tant d'hommes qui, comme toi peut-être, refusent de jouer un rôle, de porter un masque, d'être forts uniquement quand c'est convenable. La solitude de ces hommes n'est pas due à un défaut, mais à un excès. Un excès d'authenticité, de force, d'intégrité. Comme l'aigle qui vole trop haut pour le confort des autres oiseaux, ils sont condamnés à une forme de solitude que seuls ceux qui l'ont vécue peuvent comprendre. Mais cette solitude, aussi douloureuse soit-elle, est préférable à l'alternative. Vivre diminué, domestiqué, n'être fort que dans les limites acceptables pour ne pas déranger, ne pas faire peur. Car cette vie-là n'est pas une vie d'homme. C'est une vie de fantôme, d'ombre, de reflet de ce que les autres attendent. Napoléon a choisi la grandeur, même au prix de l'exil. Il a choisi d'être entièrement lui-même, même au prix de la trahison de ceux qu'il aimait. Et malgré la douleur, malgré l'amertume de ses dernières années à Sainte-Hélène, il est mort en homme libre. Libre dans son esprit, dans son âme, même si son corps était prisonnier. Cette liberté intérieure, cette fidélité à soi-même quoi qu'il en coûte, c'est peut-être la seule vraie conquête qui vaille pour un homme. La seule qui ne puisse lui être arrachée, ni par une femme qui le quitte, ni par un monde qui le rejette, ni même par le temps qui le diminue. Si tu as déjà ressenti cette douleur masculine, si tu as déjà été puni pour ta force, rejeté, pour ton authenticité, abandonné pour avoir refusé de te diminuer, alors inscris-toi à cette chaîne. Dans la prochaine partie, nous explorerons ensemble comment transformer cette douleur en force, comme Napoléon l'a fait, même sur son île d'exil. Quelle est alors la leçon ultime que Napoléon nous enseigne 2 siècles après sa mort? Quelle est cette vérité dérangeante que tant d'hommes découvrent trop tard au prix de leur bonheur? La voici, dans toute sa brutalité camusienne. Le monde ne pardonne pas à celui qui refuse de porter un masque. L'homme authentique,
celui qui reste fidèle à sa vision même quand elle dérange, même quand elle fait peur, cet homme paiera le prix ultime, la solitude affective. Non pas parce qu'il est indigne d'être aimé, mais précisément parce que sa force est trop pure, trop entière, trop vraie pour être confortable. Napoléon l'a compris à Sainte-Hélène, face à l'océan qui le séparait à jamais de l'Europe, qu'il avait conquise. La grandeur n'est pas mesurée par la gloire, mais par la quantité de solitude qu'elle exige. Cette vérité amère, il l'a payée de sa vie. La femme indépendante moderne dit chercher un partenaire fort, un égal, un homme capable de la comprendre et de la soutenir dans son autonomie. Mais ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle ne s'avoue peut-être pas à elle-même, c'est que cette force, lorsqu'elle est authentique, lorsqu'elle n'est pas une performance, un rôle, un masque, cette force-là l'effraie. Regarde ce qui se passe dans nos sociétés contemporaines. On célèbre l'homme vulnérable, l'homme en contact avec ses émotions, l'homme qui n'a pas peur de pleurer. Mais de quelle vulnérabilité parle-t-on? D'une vulnérabilité scénarisée, contrôlée, socialement acceptable. D'une vulnérabilité qui ne menace pas, qui ne dérange pas, qui ne remet rien en question. La vraie vulnérabilité masculine, celle de l'homme qui ose dire des vérités qui dérangent, qui ose être entièrement lui-même au risque de déplaire, qui ose rester fidèle à sa vision même quand le monde entier s'y oppose, cette vulnérabilité-là n'est pas célébrée. Elle est punie. C'est ce que Napoléon a découvert. Sa vulnérabilité authentique, sa vision implacable du monde, sa certitude tranquille en sa propre destinée, son refus absolu du compromis sur l'essentiel, cette vulnérabilité-là a fait de lui un paria, un monstre aux yeux de l'Europe, un homme à abattre. Et c'est ce que découvrent tant d'hommes aujourd'hui. On leur demande d'être vulnérables, mais pas trop. D'être forts, mais pas trop. D'être eux-mêmes, mais pas vraiment. Ce double discours crée une douleur masculine silencieuse, invisible, que peu osent nommer. Il y a une scène frappante dans la vie de Napoléon. Après Waterloo, défait, il se rend aux Anglais, comptant sur leur magnanimité. Il croit naïvement peut-être que sa grandeur sera reconnue, respectée, même dans la défaite. Il se trompe. Il l'exile sur une île perdue au milieu de l'Atlantique, le traite comme un criminel ordinaire, l'humilie quotidiennement. Cette erreur de jugement est révélatrice. Même Napoléon, avec toute sa lucidité, n'a pas voulu voir cette vérité. Le monde ne pardonne pas à celui qui a osé s'élever trop haut. La chute n'est pas un accident. Elle est une punition délibérée, une vengeance collective contre celui qui a rappelé aux autres leur médiocrité. La femme indépendante moderne n'échappe pas à cette dynamique. Elle dit admirer l'homme authentique, l'homme entier, mais recule devant lui quand il se présente vraiment. Non par malveillance, mais par peur. Peur de sa force qui n'est pas domestiquée. Peur de son indépendance qui fait écho à la sienne, mais la dépasse peut-être. Alexis, 45 ans, philosophe. Son intelligence, sa profondeur, sa capacité à voir au-delà des apparences ont séduit Clara, elle-même professeure. Enfin, un homme qui me comprend vraiment, pensait-elle. Mais peu à peu, cette même intelligence est devenue menaçante. Ses analyses lucides, qu'elle admirait en théorie, la dérangeaient en pratique, surtout quand elles touchaient à leur propre dynamique. « Tu intellectualises tout », lui reprochait-elle. « Tu es froid, détaché. » Ce qu'elle ne voyait pas, c'est qu'Alexis n'était ni froid ni détaché. Il était simplement lucide, implacablement lucide comme Napoléon l'avait été. Et cette lucidité qui l'avait d'abord attiré, la faisait maintenant fuir. Leur histoire s'est terminée comme tant d'autres, par un rejet de ce qui avait été initialement désiré. « Je ne te reconnais plus », lui a-t-elle dit. La vérité était qu'elle le reconnaissait trop bien. Elle voyait maintenant clairement ce qu'elle avait d'abord entrevu. Un homme qui ne se plierait pas, qui ne jouerait pas un rôle, qui resterait fidèle à sa vision, même si cela devait lui coûter son amour. Cette dynamique, Napoléon l'a vécue avec Joséphine, avec Marie-Louise, avec la France elle-même qui l'a adulée puis rejetée. Cette dynamique, tu la vis peut-être aussi dans tes relations, dans ton travail, dans ta vie sociale. Être vrai, c'est être seul, mais c'est le seul combat qui vaille la peine. Cette phrase camusienne résume l'avertissement ignoré que Napoléon nous a laissé. La vérité, l'authenticité, la fidélité à soi-même ont un prix. Ce prix, car la solitude. Et c'est là que réside l'espoir dans cette amertume. Cette solitude n'est pas une fin. Elle est un passage, une initiation, une épreuve que seuls les hommes véritablement forts peuvent traverser. Napoléon,
Même à Sainte-Hélène, même abandonné de presque tous, même diminué physiquement par la maladie qui le rongeait, te restait Napoléon. Sa force intérieure, sa vision, son refus du compromis sur l'essentiel, tout cela personne n'avait pu le lui arracher, pas même l'exil, pas même la trahison, pas même l'abandon. C'est peut-être là la leçon ultime pour l'homme moderne face à la femme indépendante. Ta force authentique, ta vérité intérieure, ta fidélité à ta vision, tout cela t'appartient et ne peut être enlevé. Même par celle qui prétend t'aimer, mais recule devant ton authenticité. Il y a une dignité profonde, inviolable dans cette posture. La dignité de l'homme qui refuse de se diminuer pour être accepté, qui refuse de jouer un rôle pour être aimé, qui refuse de porter un masque pour être désiré. Cette dignité, Napoléon l'a conservée jusqu'à son dernier souffle. Cette dignité, tu peux la préserver aussi, même au prix de la solitude affective, même au prix du rejet de celles qui disent vouloir un homme fort mais reculent devant celui qu'il est vraiment. Car au fond, la véritable question n'est pas « comment puis-je être aimé ?», mais plutôt « comment puis-je rester fidèle à moi-même quoi qu'il en coûte ?» Napoléon a choisi la seconde voie. Il a payé le prix ultime, l'exil, l'abandon, la mort loin de tout ce qu'il aimait. Mais il est mort en homme libre, fidèle à sa vision jusqu'au bout, libre intérieurement, même si son corps était prisonnier. Cette liberté intérieure, cette intégrité fondamentale, c'est peut-être le seul véritable pouvoir que l'homme possède face à un monde qui le pousse constamment au compromis, à la diminution, à l'inauthenticité. La femme indépendante, moderne et prise dans sa propre contradiction. Elle veut un homme fort mais pas menaçant, authentique mais pas dérangeant, vulnérable mais pas faible. Cette contradiction n'est pas de sa faute. Elle est le fruit d'une époque de transition, où les anciens modèles relationnels s'effondrent sans que de nouveaux aient encore émergé clairement. Face à cette contradiction, l'homme a essentiellement deux choix. Diminuer sa lumière pour rassurer, pour ne pas faire peur, pour être accepté, ou rester entier, authentique, fidèle à sa vision, même au prix de la solitude. Napoléon a choisi la seconde voie. Sa grandeur, même dans la défaite, même dans l'exil, venait de ce refus absolu de se diminuer. C'est ce refus qui fait que 2 siècles après sa mort, nous parlons encore de lui, alors que les noms de ceux qui l'ont trahi, abandonné, exilé, sont oubliés depuis longtemps. Il y a une forme d'immortalité dans cette fidélité à soi-même, une immortalité qui dépasse la simple survie biologique, la simple perpétuation du nom, l'immortalité de celui qui a vécu pleinement, entièrement, sans compromis sur l'essentiel. Cette immortalité-là est à la portée de tout homme qui, comme toi peut-être, refuse de se diminuer pour être accepté, refuse de jouer un rôle pour être aimé, refuse de porter un masque pour être désiré. Le prix est élevé, certes, la solitude affective, le rejet, parfois même la haine de ceux qui se sentent menacés par ton authenticité. Mais la récompense est à la mesure du sacrifice. La certitude tranquille d'avoir vécu en homme libre, fidèle à ta vision, à tes valeurs, à ton essence la plus profonde. C'est cette certitude qui a permis à Napoléon de supporter l'exil, l'humiliation quotidienne, la maladie qui le rongeait. C'est cette certitude qui peut te permettre à toi aussi de traverser la douleur masculine, de n'être pas compris, pas accepté tel que tu es vraiment. L'absurde, c'est l'homme lucide face à un monde qui ne l'est pas. Cette phrase de Camus s'applique parfaitement à la situation de l'homme authentique face à une société qui dit valoriser l'authenticité, mais punit ceux qui la pratiquent vraiment. L'homme lucide voit le piège. Il sait que sa force authentique effraiera même celle qui prétend la désirer. Il sait que sa vulnérabilité véritable sera rejetée par celle qui réclame qu'il soit vulnérable. Il sait que son refus du compromis sur l'essentiel lui coûtera peut-être l'amour de celle qu'il aime. Mais il sait aussi que la seule alternative, se diminuer, jouer un rôle, porter un masque, est une mort intérieure plus terrible encore que la solitude affective. Car l'homme qui accepte de n'être qu'une version édulcorée, domestiquée, acceptable de lui-même, n'est plus vraiment un homme. Il est une ombre, un fantôme, un reflet de ce que les autres attendent de lui. Napoléon a refusé cette mort intérieure, même au prix de l'exil. Sa grandeur vient de ce refus, bien plus que de ses conquêtes militaires ou politiques. Sa grandeur vient de cette fidélité absolue à sa vision, à son essence, à sa vérité,
intérieure quoi qu'il en coûte. Cette grandeur-là est à la portée de tout homme qui, comme toi peut-être, ressent cette douleur masculine de n'être pas accepté tel qu'il est vraiment, de devoir choisir entre son authenticité et l'amour qu'il désire. La leçon amère de Napoléon est que ce choix est souvent inévitable, que l'homme authentiquement fort, celui qui reste fidèle à sa vision même quand elle dérange, même quand elle fait peur, cet homme connaîtra probablement la solitude affective. Mais la leçon d'espoir est que cette solitude n'est pas une fin, elle est un passage, une initiation, une épreuve que seuls les hommes véritablement forts peuvent traverser. De l'autre côté se trouve une liberté intérieure, une intégrité fondamentale que personne ne peut t'arracher, pas même celle qui prétend t'aimer, mais recule devant ton authenticité. On ne possède que ce qu'on ne peut perdre dans un naufrage. Cette phrase stoïcienne aurait pu être prononcée par Napoléon à Sainte-Hélène. Ta force authentique, ta vérité intérieure, ta fidélité à ta vision, tout cela t'appartient et ne peut être enlevé, même par celle qui te rejette précisément à cause de ses qualités. C'est dans cette certitude que réside la dignité masculine la plus profonde. La dignité de l'homme qui refuse de se diminuer pour être accepté, qui refuse de jouer un rôle pour être aimé, qui refuse de porter un masque pour être désiré. Cette dignité, Napoléon l'a préservée jusqu'à son dernier souffle. Cette dignité, tu peux la préserver aussi, même au prix de la solitude affective, même au prix du rejet de celles qui disent vouloir un homme fort mais reculent devant celui qui l'est vraiment. Si tu as déjà ressenti ce dilemme déchirant, être toi-même au risque de la solitude ou te diminuer au risque de la mort intérieure, commente ton histoire ci-dessous. Allons maintenant à la conclusion de cette réflexion sur la vérité dérangeante que Napoléon a comprise trop tard et que tant d'hommes découvrent aujourd'hui dans leurs relations avec les femmes indépendantes. Si la trajectoire de Napoléon t'a touché, si sa vérité dérangeante sur les femmes indépendantes résonne avec ta propre expérience d'homme, laisse un j'aime à cette vidéo pour que d'autres hommes puissent découvrir qu'ils ne sont pas seuls dans cette douleur masculine, silencieuse. Abonne-toi pour continuer à explorer avec nous les vérités cachées sur la psychologie masculine, les dynamiques relationnelles authentiques et les leçons que les grands hommes de l'histoire peuvent nous enseigner sur notre propre condition. Active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la force masculine authentique, l'art de rester fidèle à ta vision même quand le monde s'y oppose, et les stratégies concrètes pour préserver ta dignité face au rejet. Commente ci-dessous. Quelle vérité sur les relations homme-femme as-tu découverte à tes dépens? Quelle trahison as-tu vécue pour avoir refusé de te diminuer? Ton histoire pourrait inspirer notre prochaine analyse. Partage cette vidéo avec un homme qui traverse peut-être en silence cette même épreuve que Napoléon a connue. Être puni pour sa force même, être rejeté pour son authenticité. La grandeur n'est pas dans la conquête extérieure, mais dans cette fidélité inébranlable à soi-même, quoi qu'il en coûte. Comme Napoléon l'a prouvé même dans l'exil, même dans la défaite apparente, l'homme qui refuse de se diminuer reste à jamais libre.